Combien de pertes l'armée ukrainienne a-t-elle eu depuis le début de la guerre? Alors c'est une question qui est pas mal revenue sous ma dernière vidéo où je parle des difficultés de l'armée ukrainienne sur le front de Pokrovsk, ainsi que bien sûr les difficultés russes qui, malgré leur avance régulière sur le front, perdent en moyenne entre 1000 et 2000 soldats par jour depuis novembre, ce qui est important de préciser, pas depuis le début de la guerre, seulement depuis novembre, ce qui est quand même énorme, on va pas se mentir. Du coup, on va se poser la question dans cette vidéo de savoir combien de soldats l'armée ukrainienne a-t-elle perdu depuis le début de la guerre. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine depuis mars 2022 et aussi je fais des vidéos sur YouTube, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, mettre des likes et mettre des commentaires et me poser des questions et je prendrai un plaisir à y répondre. Donc maintenant, notre vidéo. Combien de pertes l'Ukraine a-t-elle eu depuis le début de la guerre? Mais avant de commencer, il est important de préciser ce qu'on entend par perte. On entend par perte aussi bien le nombre de blessés que de morts, parce que c'est une confusion que je vois régulièrement sur les réseaux sociaux, dans les médias et aussi dans mes commentaires, c'est qu'on a tendance à confondre pertes et morts, et quand on parle par exemple, je sais pas, de 500 000 pertes russes, les gens sont persuadés qu'on parle de 500 000 morts russes, alors que c'est pas du tout le cas. Donc selon une récente analyse faite par le journal britannique The Economist qui date de novembre 2024, l'armée ukrainienne aurait perdu entre 300 000 et 500 000 hommes, à savoir entre 60 000 et 100 000 morts au combat, et 200 à 400 000 blessés de guerre. Alors c'est un chiffre qui est énorme pour l'Ukraine parce que l'Ukraine, c'est important de préciser, est un petit pays par rapport à la Russie. La Russie a 150 millions d'habitants, l'Ukraine avant la guerre en avait 40 millions. Aujourd'hui, en 2024, on estime que l'Ukraine a 35 millions d'habitants parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont immigré en Occident et il y a aussi bien sûr les morts, aussi bien civils que militaires. Et du coup, maintenant, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les Russes, parce que les Russes perdent quand même beaucoup plus d'hommes que les Ukrainiens, et du coup, pourquoi est-ce que les Russes perdent plus d'hommes que les Ukrainiens? Alors la première raison, c'est que les Russes, depuis le début de la guerre, sont à l'offensive. Et si on a envie de revenir un peu au grand classique de l'étude de la guerre, à savoir Clausewitz, on sait que pour pouvoir attaquer, il faut toujours avoir un rapport de 3 hommes par rapport à un, donc 3 attaquants pour un défendeur, et on sait aussi que les pertes des attaquants sont en général bien plus importantes que ceux qui défendent, et l'Ukraine, de manière générale depuis le début de la guerre, est sur la défensive et a seulement lancé des offensives de manière très sporadique depuis le début de la guerre, avec les grandes offensives de 2022 qui leur a permis de récupérer une partie assez importante de leur territoire, notamment à Kharkiv et à Kherson, et après la contre-offensive ratée de 2023, dans lequel l'Ukraine a eu aussi pas mal de pertes, mais indépendamment de tout ça, c'est surtout la Russie qui est à l'offensive. La deuxième raison qui explique aussi un nombre de pertes plus important du côté russe, et tout simplement aussi leur rapport qu'ils ont à la vie. Il est important de prendre en compte le fait que la Russie est une dictature, donc dans les dictatures, de manière logique, la personne ou le citoyen a beaucoup moins de droits et a beaucoup moins de voix au chapitre sur sa propre destinée que peut l'avoir par exemple un Ukrainien qui vit dans une démocratie ou un Français qui vit dans une démocratie ou peu importe quelle personne qui vit en démocratie. Donc rien que sur base de ça, les soldats russes ont plus tendance à être envoyés comme chair à canon sur les lignes du Donbass plutôt que les Ukrainiens qui, eux, ont justement un rapport à la vie qui est quand même très différent de celui des Russes, et avec une volonté aussi de préserver leur population, ce qui m'amène vers la troisième raison, c'est tout simplement le fait que les Ukrainiens ont moins d'hommes que les Russes. Et même si, admettons, les Ukrainiens étaient moins philanthropes que les Russes, le simple fait d'avoir tout simplement 3 fois moins d'hommes les force à se poser des questions sur la manière dont ils vont utiliser leurs hommes. Et les Russes, au contraire, qui ont une masse d'hommes beaucoup plus importante que les Ukrainiens, peuvent simplement l'utiliser de manière beaucoup plus disposable et l'utiliser de manière beaucoup plus violente sur la ligne de front, notamment en envoyant des assauts à répétition de chair à canon, parce que maintenant les observateurs un peu affûtés sur la guerre en Ukraine savent que dans l'armée russe, il y a deux armées. Il y a l'armée un peu de chair à canon qui est envoyée pour affaiblir la défense ukrainienne, et une fois que l'armée ukrainienne est affaiblie sur ses positions, on envoie la deuxième armée russe qui, au début de la guerre, était composée par exemple de Wagnerites, donc cette PMC qui était dirigée par Prigogine avant qu'il soit tué potentiellement, très certainement par Poutine. Mais maintenant, on envoie les Spetsnaz, les VDV, donc l'armée vraiment d'élite qui permet de casser la défense ukrainienne, ce qui explique notamment d'un côté les grandes pertes russes, mais aussi les avancées russes sur le terrain, même si bien sûr ces avancées sont à prendre avec des pincettes parce que pour l'instant, encore une fois, ils n'ont pas encore pris le Donbass et ça fait 3 ans de guerre et c'est quand même l'objectif à minima du Kremlin en Ukraine. Donc ça explique aussi tout simplement le fait que les Russes aient plus de pertes. Et du coup, ce rapport justement
à la guerre, ce rapport à la vie, mais aussi, tout simplement, ce rapport à la démographie, nous permet de nous poser une prochaine question, à savoir: quel est le potentiel de recrutement, de l'armée ukrainienne? Parce que, mine de rien, aujourd'hui, l'Ukraine fait face à de grandes difficultés de recrutement. Certains analystes comparent justement, la période dans laquelle est l'Ukraine, mais aussi la Russie, à l'année 1916 lors de la Première Guerre mondiale, où on a un problème de munitions, bon, qui a été plus ou moins résorbé, hein, et un problème tout simplement, d'hommes. Parce qu'au bout du compte, dans des guerres de haute intensité conventionnelles, ce qui compte, c'est avant tout la masse d'hommes et la masse d'obus. Alors c'est très bien d'avoir, des, missiles, Atacama, c'est très bien d'avoir, des F-16 et cetera, c'est toujours très utile. Mais ce qui fait la différence, c'est le nombre d'hommes et le nombre d'obus. Et malheureusement pour l'Ukraine, la Russie a toujours l'avantage dans ce domaine, même si l'Ukraine arrive quand même à opposer énormément de résistance depuis 3 ans face à l'armée russe. Et du coup, aujourd'hui, au sein de l'armée ukrainienne, il y a toute la question autour, de, la mobilisation et de nombreux problèmes liés justement à cette mobilisation. Mais avant de commencer, il est important de prendre en compte que l'armée ukrainienne fait plus ou moins 1 300 000 hommes et que la population ukrainienne est de 35 millions. Dans cette population de 35 millions, c'est principalement des hommes qui se battent, mais bien sûr aussi des femmes, mais c'est quand même majoritairement des hommes. Donc il suffit de couper en deux 35 millions, donc on a 17 millions. 17 millions 500 000. Et dans ces 17 millions 500 000 d'hommes, seulement les personnes âgées de 25 à 55 ans se battent. Et du coup, ça nous réduit notre assiette de classe d'âge de 17 millions à grosso modo 5 6 millions. Donc, au bout du compte, l'armée ukrainienne ne peut que recruter entre 5 et 6 millions d'hommes, ce qui est déjà énorme. Elle pourra bien sûr recruter aussi des femmes et des personnes plus âgés ou des personnes plus jeunes, mais ça, on va revenir sur cette question dans la suite de la vidéo. Mais du coup, l'armée ukrainienne, sur base de ses lois actuellement, ne peut recruter plus ou moins que 5 millions de personnes. Et du coup, maintenant, quelles sont les difficultés pour recruter ces 5 millions de personnes? La première, c'est la question des exemptions. Il y a plus de 1 million de personnes qui sont exemptées du service militaire ou simplement de servir dans l'armée pour des raisons liées à leur santé, des raisons liées aussi à leur statut familial. Si on a une grande famille, on peut être exempté de son service militaire. Si par exemple on a une mère à charge et qu'on est la seule personne à pouvoir s'en occuper, une mère ou un père d'ailleurs, on peut être exempté de servir dans l'armée. Et aussi, il y a bien sûr la question de la corruption parce que l'Ukraine reste un pays corrompu et on peut, dans certains cas, payer l'officier recruteur pour se faire rayer justement des registres de mobilisation. Chaque semaine, on a des cas en Ukraine de officiers de recrutement qui sont arrêtés par le SBU, donc le service secret ukrainien. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est aussi tout simplement le manque d'équipement. L'armée ukrainienne reçoit bien sûr une aide assez importante de ses alliés occidentaux, mais n'a pas non plus des ressources illimitées et par conséquent, manque de matériel, manque d'armes, manque de munitions et aussi manque d'encadrement, ce qui, euh, entre guillemets, refroidit certaines personnes qui aimeraient s'engager dans l'armée ukrainienne, mais avec un peu cette volonté de vouloir s'en sortir. J'en discutais avec des amis qui voulaient s'engager dans l'armée ukrainienne, donc des Ukrainiens parce que je vis en Ukraine, et qui disaient, moi je veux m'engager dans l'armée ukrainienne, par contre j'ai envie qu'on me donne une chance de pouvoir survivre, et j'ai pas envie que en fait je m'engage et que 3 mois plus tard, après un recrutement relativement sommaire, même si les entraînements sont quand même pas mauvais, je sois envoyé dans une tranchée à Tchatziviar avec une Kalachnikov et avec une chance de m'en sortir de 50%. Donc le fait de ne pas avoir suffisamment de matériel rend frileux certaines personnes qui aimeraient s'engager et encore plus frileux les personnes qui sont un peu circonspects à l'idée de justement rejoindre l'armée ukrainienne. Et la troisième raison est aussi tout simplement la mauvaise gestion qu'il y a dans l'armée ukrainienne, mauvaise gestion qui existe aussi dans l'armée russe, hein, qui existe dans toutes les armées grosso modo, et encore plus dans les armées qui sont sous tension, avec tout simplement des rotations qui sont mal organisées, des personnels médicaux qui sont envoyés dans l'infanterie, des soldats de bon niveau qui sont envoyés pour faire de l'administratif, des mecs de l'administratif qui sont envoyés dans des tranchées à Castivière. Donc tout ça, par exemple, participe aussi encore à une frilosité de cette classe d'âge de 25 à 55 ans qui peut se mobiliser, mais qui a envie d'avoir une chance de s'en sortir. Et aussi, la quatrième raison, et c'est un grand débat actuellement dans la société ukrainienne, la question de la démobilisation. En printemps de l'année dernière, le Parlement ukrainien, la Rada, a voté une loi qui faisait passer l'âge de la mobilisation de 27 à 25 ans.
lors des débats autour de la mobilisation, il y avait pas mal de députés, notamment poussés par l'opinion publique ukrainienne, qui voulaient mettre en place une clause de démobilisation, donc permettre aux soldats qui s'engagent après X années dans l'armée ukrainienne de pouvoir être démobilisés, parce que pour l'instant, les seules personnes qui peuvent être démobilisées de l'armée ukrainienne sont soit les prisonniers de guerre qui ont été libérés, soit les blessés, ou par exemple pour des cas exceptionnels de, par exemple, encore une fois, Heu, 2 enfants qui sont nés depuis le début de la guerre, du coup, la personne se retrouve, père de famille nombreuse ou, une mère de famille, qui a 4 enfants, qui se battent au front et du coup, il y en a 3 qui meurent, il y en a plus qu'un qui reste, donc il y a des cas de démobilisation, dans, ce genre de, conjoncture-là, un peu comme dans Il faut sauver Soldat Ryan si vous avez, la référence. Mais de manière générale, il n'y a pas de démobilisation et du coup, il y a eu un cas là récemment, d'un soldat ukrainien qui se battait depuis 2017, qui a demandé à se faire démobiliser. Il n'a pas été démobilisé et le gars qui se bat depuis, un peu plus de 5 ans, a décidé de déserter parce qu'il en avait marre pour plein de raisons. Il était fatigué et il voulait, mettre un terme à son contrat militaire et du coup, Heu, pour l'instant, il y a une question qui se pose sur justement, une clause de démobilisation, parce que beaucoup de personnes refusent de faire un chèque en blanc, à l'armée en disant: «On rejoint l'armée», sans véritablement savoir quand et comment est-ce qu'on va être démobilisé. Après, c'est une question compliquée parce que l'armée ukrainienne a aussi besoin de personnel sur la ligne de front, mais il y a un débat à l'intérieur de la société ukrainienne avec justement cette question de démobilisation avec certaines personnes qui disent qu'il ne faut pas de démobilisation parce qu'il faut avoir une armée importante, mais de l'autre, des personnes qui disent que l'armée se gonflera justement de soldats si on avait une clause de démobilisation parce que plus de personnes rejoindront les bureaux de recrutement pour s'engager dans l'armée s'ils savaient qu'après 2 ans, par exemple, de service, ils pourraient être démobilisés. Donc ce sont toutes ces questions-là, ce sont tous ces obstacles-là qui montrent les difficultés de recrutement de l'armée ukrainienne à un moment où justement l'armée ukrainienne a besoin de se renforcer face à une Russie de plus en plus agressive. Et du coup, une question qui a été posée pas mal dans mes réseaux sociaux et aussi sur YouTube et sur ma dernière vidéo, c'est pourquoi, Joseph, l'armée ukrainienne ne baisse pas justement son âge de recrutement de 25 ans à 18 ans. Alors, comme on l'a dit juste avant, ils ont déjà baissé de 27 à 25 ans, mais c'est vrai qu'ils pourraient baisser de 25 à 18 ans, mais il y a plusieurs raisons qui expliquent le refus du gouvernement ukrainien et de l'opinion publique ukrainienne, qui en général a tendance à plus critiquer le gouvernement qu'autre chose, mais pour le coup, là, ils se retrouvent quand même d'accord sur ce sujet-là. La première raison, c'est que quand on regarde les classes d'âge en Ukraine, la classe d'âge la plus importante, ça reste quand même la classe d'âge de 25 à 35 ans et d'un point de vue démographique, il y a quand même moins d'hommes, de 18, à 25 ans, tout simplement. Donc c'est pas très intéressant d'un point de vue démographique d'engager, les 18-25 ans, c'est pas non plus une masse d'hommes très importante. En prenant en compte néanmoins et ça c'est très important de le dire, que énormément de jeunes de 18 à 25 ans se sont engagés dans l'armée ukrainienne. Ils sont pas obligés de s'engager, mais ils peuvent s'engager. Donc il y a beaucoup de volontaires ukrainiens de 18 à 25 ans qui se battent depuis même avant février 2022. Et du coup, sur base de ça, les personnes qui n'ont pas été recrutées de 18 à 25 ans ne représentent pas une manne démographique très importante. La deuxième raison, c'est l'argument qui est fait justement des 35-55 ans de dire on se bat maintenant parce qu'on n'a pas envie que nos enfants se battent dans 10 ans. Donc ça, c'est un argument qui revient très souvent parmi les soldats ukrainiens de dire on finit cette guerre, on bat les Russes, ou du moins on essaye de résister tant qu'on peut, et comme ça nos enfants n'auront pas à se battre. Donc quel est l'intérêt pour ces gens d'abaisser l'âge du recrutement de 25 à 18 ans si eux justement disent qu'ils se battent pour éviter que leur jeunesse de 18 à 25 ans se batte. Et la troisième raison, c'est aussi la volonté du gouvernement ukrainien pour le futur de l'Ukraine de sauver et d'épargner cette classe d'âge parce qu'ils considèrent que la jeunesse est leur futur et surtout, une jeunesse qui est de plus en plus éduquée, qui fait des études en tech, en physique et cetera et en plus une jeunesse qui participe énormément à la société civile, à la culture, à l'art et à la poésie en Ukraine. Donc rien que sur base de ça, le gouvernement ukrainien qui a envie de reconstruire son pays après la guerre, veut préserver cette classe d'âge. Et la quatrième raison, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a même pas suffisamment d'armes, pour les 25-55 ans. C'est quelque chose qui revient très souvent et d'ailleurs c'est un peu, la prise de bec qu'a eu Zelensky récemment avec Joe Biden, de dire que c'est bien gentil de la part des Américains de demander aux Ukrainiens d'abaisser, leur âge de mobilisation, mais à condition qu'on leur envoie des armes. Parce que déjà que l'Ukraine a du mal à armer correctement, les brigades qui sont composées d'hommes de 25 à 55 ans,
quel est l'intérêt, avoir des brigades de soldats de 18 à 25 ans si l'Ukraine, de son côté, n'a pas suffisamment d'armes à leur donner, avec cette idée de dire: «On va pas envoyer, notre jeunesse, qui est notre futur, avec 3 kalachnikovs pour tenir, la barrière de Pokrovsk». Donc tout ça explique, la volonté de l'Ukraine justement de pas baisser l'âge de mobilisation. Alors c'était une vidéo assez, générale sur, aussi bien les pertes ukrainiennes, mais aussi les questions de recrutement, et les difficultés de recrutement, que l'armée ukrainienne fait face et aussi tout simplement, les questions au sein de la société ukrainienne. Parce que la société ukrainienne, qu'on le veuille ou non, est une société démocratique avec, une société civile très forte, avec des contre-pouvoirs assez forts et que contrairement, à l'armée russe et contrairement à la société russe, qui est une société totalitaire, l'Ukraine et sa société peuvent se poser des questions sur son futur, et notamment les questions autour de la guerre, du recrutement et du sacrifice de leurs hommes sur les lignes de front pour défendre leur liberté et leur indépendance. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, mettre un like et laisser des commentaires et poser des questions. Parce que comme vous le voyez, si vous me posez des questions, je suis le premier à y répondre et je prends beaucoup de plaisir justement à y répondre, en particulier sur des sujets qui me passionnent comme justement l'Ukraine où je vis maintenant depuis presque 3 ans. Merci encore pour votre attention et je vous souhaite une très bonne année si on ne se voit pas d'ici là.